Est-ce que vous entendez le français? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous entendez le français? Oui, je comprends pas. Je comprends. Merci à tous d'être présents. Je vais encore attendre quelques secondes et permettre à tout le monde de nous rejoindre et puis nous allons démarrer. Merci. Alors, je vais également vous présenter quelques règles, quelques instructions. Bonjour à tous. Alors, je suis Julia Bordin, responsable du plaidoyer à Pax Christi International et je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Très heureuse également que nos différents intervenants nous aient rejoints. Quelques mots concernant les règles du webinaire. L'interprétation est disponible, l'anglais et le français. Si vous ne savez pas comment faire démarrer l'interprétation, je vais vous l'expliquer à l'aide de ces petites instructions. Voilà comment activer l'interprétation. Cette réunion est également enregistrée. Vous aurez donc la possibilité de la réécouter, de réécouter ce webinaire ensuite en anglais, en français. Les 2 versions seront disponibles et l'événement est également retransmis en direct sur Facebook. Donc si certaines personnes ne se sont pas enregistrées, n'ont pas le lien, eh bien, elles peuvent suivre le webinaire sur notre page Facebook en direct. Voilà, je vous laisse quelques instants pour tout mettre en ordre et vous connecter. Les participants peuvent aussi utiliser la fonction questions et réponses pour soumettre des questions relatives au contenu du webinaire. Donc, nous aurons cette session panel qui nous permettra d'écouter les voix du terrain, si je puis dire, et puis vous pourrez bien sûr poser vos questions lors de la session questions-réponses. Je vous demande d'utiliser un langage poli et respectueux et poser les questions les plus précises possibles, puisque nous ne serons malheureusement pas dans la possibilité de répondre à toutes les questions. Donc, essayez vraiment de limiter vos questions à 1 ou 2, essayez de les rendre très brèves, très précises et si nous n'avons pas la possibilité de répondre à tout, nous le ferons après le webinaire. Toutes les présentations, le matériel, tout ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui, eh bien, vous pourrez également en disposer dans les semaines qui viennent.
Je vais m'arrêter là et je donne la parole à Martha Inès Romero, notre secrétaire générale, qui va faire l'introduction de ce webinaire. Merci beaucoup, Julia. Bienvenue à notre webinaire Vers une paix durable en République démocratique du Congo, stratégie locale et régionale en réponse à la crise sécuritaire. Organisé conjointement par Pax Christi International avec nos amis du réseau Europe, Afrique centrale, EURAC. Mon nom est Martha Inès Romero, secrétaire générale de Pax Christi International. Après plus de 2 décennies de violences généralisées et d'efforts de paix interrompus, la paix continue de se dérober dans la région est de la République démocratique du Congo. Les déplacements, la violence, la peur se poursuivent. Nous pourrions nous demander pourquoi les efforts des responsables politiques accompagnés par les Nations unies n'ont-ils pas permis de créer un environnement de paix durable pour les habitants de la RDC? Aujourd'hui, nous avons invité des experts qui partageront leur analyse sur la façon dont les organisations de la société civile et l'Église peuvent contribuer à faire face à la crise et peuvent construire les bases d'un pays réconcilié. Merci à M. Godefroy Margan, coordinateur de cadre et membre du conseil d'administration de Pax Christi International. Merci à Sœur Angèle Capio Assinero, coordinatrice de Caritas du diocèse de Bunia. Merci au Père Éric Nsenga, porte-parole et secrétaire général de l'Église du Christ au Congo. Et merci à Passim Moubalama, directeur exécutif d'Aide Prophène. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. PCI est un mouvement catholique pour la paix, avec des programmes, des campagnes et des initiatives diverses pour encourager les processus de changement. En RDC, nous avons accompagné des processus de renforcement des capacités et de promotion du leadership à partir de notre approche des 4 dimensions du changement: personnel, relationnel, culturel et structurel. L'apprentissage de la théorie et de la pratique de l'action non violente et de la transformation des conflits a aidé les jeunes et les congrégations religieuses à commencer à faciliter la cohésion sociale dans leur famille et leur communauté. Des clubs pour la paix ont été créés pour rassembler les gens et appliquer des méthodes non violentes. L'esprit d'entreprise était une composante essentielle du projet de formation, offrant aux jeunes une voie vers des opportunités économiques. Nous croyons, avec notre initiative catholique pour la non-violence, que les cycles vicieux de la violence peuvent être brisés par la non-violence active et la construction de la paix. Le projet a permis aux jeunes de choisir et d'adopter des modes de vie pacifiques et d'éviter d'être attirés par les milices et les gangs de la région. Le programme de communication sur la non-violence cherche à éviter les fausses nouvelles et la désinformation qui sont à l'origine des guerres de rebelles et des conflits ethniques. Les participants construisent la coexistence et s'opposent activement à la violence. En identifiant des modèles culturels en matière d'abus sexuels et des moyens de guérir les femmes, les enfants et les filles, il a été essentiel, crucial de renforcer les sœurs religieuses dans leur travail de soins et de guérison. Nous avons également accompagné les efforts de promotion d'un dialogue fructueux et d'une action collective de l'Association des évêques des Grands Lacs, ACEAC. Nous croyons en la capacité des leaders religieux à s'exprimer au nom des victimes de cette violence injuste. L'engagement de l'Église en République du Congo est substantiel, offrant des alternatives non violentes et une aide humanitaire à travers un large réseau comprenant des hôpitaux et des écoles et des initiatives économiques telles que des fermes et des magasins. C'est une source d'influence très forte. Le peuple de RDC est fatigué par la longue absence de la paix et les nombreuses tentatives pour la rétablir. Il est essentiel que toute réponse à la construction d'une paix durable en RDC soit menée par le peuple congolais pacifique. Les organisations de la société civile, les chefs religieux, les communautés de base, tous influençant leurs responsables politiques pour qu'ils trouvent un moyen réel de surmonter la violence basée sur le pouvoir, la terre et les ressources minérales pour le désarmement et pour se sentir en sécurité sur leur terre. Du côté des acteurs internationaux, les mouvements de paix comme Pax Christi International et les réseaux comme EURAC doivent continuer à soutenir tous les efforts promus par les Congolais.
à partir de notre solidarité, de notre compassion et aussi de notre capacité de plaidoyer auprès de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine et des puissances du Nord pour explorer des approches innovantes en faveur de la paix et du respect des droits humains en RDC. Bienvenue à cette discussion, bienvenue à cet échange. Merci, merci beaucoup Martha Inès, merci pour cette introduction. Je vais maintenant donner la parole à sœur Wamoyu Wachira, coprésidente de Pax Christi International, pour une brève réflexion. Merci à toutes les deux. J'ai voulu baser mon intervention sur une réflexion. Je veux que nous parlions au niveau du cœur pour que nous puissions vraiment toucher la population de la RDC. C'est donc une réflexion. Nous allons réfléchir à la situation actuelle. Je suis triste, je suis en même temps pleine d'espoir en faveur d'une RDC plus juste, pacifique, exempte de tout ce sang qui a été versé et qui couvre les terres de ce pays, en espérant que ce sang n'ait pas été versé en vain. J'espère aussi que les paroles de Jésus pourront fleurir sur cette terre et que de nouveaux arrivants y trouveront refuge. Comme Martin Luther King, j'espère une RDC où les armes ne seront plus la solution pour résoudre les conflits, mais où les gens reviendront à leur sagesse africaine, s'assoiront ensemble, se mettront ensemble, souvent sous un arbre, et parleront, en appelleront à l'harmonie, à la communauté, au pardon et à la réconciliation. J'espère aussi que la sagesse des anciens inspireront les jeunes par leur leadership. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui, nous soyons ensemble, réunis, pour partager des idées, pour réfléchir à la manière dont nous pouvons retourner à ce pays toute sa richesse, cette terre magnifique, ce pays magnifique. La situation actuelle en RDC, où il y a encore quelques jours à peine, durant le 64e anniversaire d'indépendance des colonies belges, eh bien, des milices armées soutenues par l'RDF sont arrivées à Outaru et notamment Kayabaunga, Kianga, Kirumba et d'autres villages avoisinants. Ils ont progressé vers la capitale de ce territoire en entraînant des déplacements, beaucoup de confusion et beaucoup d'intimidation auprès de la population. Le massacre de nombreuses personnes à Houmadou Fast, dans le territoire de Massy City, sont également des exemples douloureux de ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il faut que ces discussions puissent se faire et j'aimerais que vous me rejoigniez. Je vous invite, au moment où nous nous lançons dans cette discussion, je vous invite à écouter les cris des mères de RDC dont les enfants sont morts. Certains, bien sûr, meurent très jeunes. Leurs vies sont violées, sont détruites puisque les enfants sont utilisés comme armes de guerre. Alors je vous invite aussi à partager toutes ces réflexions avec ces mères, ces parents dont les rêves sont brisés. Certains jeunes s'engagent, sont obligés de s'engager dans des milices armées et le respect de la vie, le respect des anciens, l'harmonie, le fait de vivre en communauté, le soin apporté aux autres, le partage, toutes ces valeurs tendent à disparaître. Écoutez
les enfants pleurer parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont chaud, parce qu'ils n'ont pas, de sécurité, de maison, parce qu'ils ont mal. Voilà ce que l'on entend. On entend le bruit des balles. Les enfants n'ont pas le choix, ils sont obligés de suivre avec leurs parents vers des, destinations inconnues. Je vous invite également à écouter cet environnement, notre maison, notre terre commune, la nature, heu, avec, ces gorilles et toutes ces créatures, qui sont détruites en raison de, l'industrie, extractive. Je vous invite vraiment à partager cette réflexion. Ces multinationales sont là et sont aussi responsables de ce sang versé par des innocents. Et c'est là que je vous invite aujourd'hui à partager, à discuter ensemble du, destin de ce merveilleux pays. Quand les armes se tairont-elles? Quand ces guerres, violentes et inutiles cesseront pour que le peuple de RDC puisse vivre dans, le respect de la liberté, de la justice et de la paix, quand il pourra vraiment jouir de tous ses droits inaliénables. Il faut que la violence s'arrête, il faut donner une chance à cette nouvelle façon de surmonter cette crise. Il faut que les jeunes en RDC et dans d'autres pays africains, comme le mien, le Kenya, puissent suivre d'autres chemins, celui de la non-violence active, un chemin vers la paix, un chemin, marqué par des actes. Des institutions telles que les Nations unies, l'Union africaine, la société civile, l'Église, doivent se donner la main pour libérer, la RDC et d'autres pays africains qui sont paralysés par ces conflits violents. Des guerres qui, se déroulent un peu partout, comme, le pape François l'a dit. Nous parlons d'une paix durable dans la région. Il faut offrir des stratégies en réponse à ces conflits. Et cette question, bien sûr, est très complexe. Mais je pense que nous devons garder tout ce que je viens de dire à l'esprit. Merci, paix, shalom. Merci beaucoup, Sawamouyou, pour ces mots qui, j'en suis convaincue, trouvent écho auprès de chacun d'entre nous et combinés à ceux de Martha, je pense qu'ils constituent un bon cadre pour démarrer cette discussion. Nous avons donc eu la possibilité de réfléchir tous ensemble et de nous unir dans cette discussion. Nous allons maintenant aller plus loin en écoutant les voix du terrain et, je l'espère, tous unis dans cette même pensée, dans cette même unité, nous pourrons produire des résultats à l'issue de ce webinaire. Merci à toutes les deux. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Mégane Rodriguez qui va animer le panel.
Alors, merci beaucoup, Megan. Il faut dire que pour le premier point, en rapport avec la mise en place du gouvernement et la place qu'elle accorde au programme de sécurité, il est important de revenir très brièvement sur les contextes dans lesquels les élections de 2023 s'étaient déroulées. C'est ce qui dessine un peu la cartographie de l'actuel gouvernement. Donc, d'un côté, il y a eu des tensions à l'interne au niveau de la majorité dans la répartition de tâches, sans ignorer le fait que ces gouvernements qui est mis en place est tributaire de ces gouvernements qui sortaient déjà avec une crise très tendue au niveau sécuritaire. Donc, ce qui fait que dans la configuration de l'actuelle majorité, il y a une grande influence au niveau de certains partis politiques, ce qui fait que certaines attentes politiques n'ont pas été rencontrées de la part des animateurs principaux. Et de l'autre côté, c'est au niveau de l'opposition qui, déçue par les résultats ou la manière dont les élections s'étaient passées, a adopté une posture de rejet de légitimité ou de refus de légitimité de ces gouvernements. Ce qui fait qu'on se retrouve devant ces deux réalités, mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement a été mis en place et nous continuons avec les autres institutions. Alors, quelle est la place finalement que ces gouvernements accordent à l'agenda sécuritaire? Il est aussi important de rappeler la posture adoptée depuis avant même ces gouvernements, donc par le régime actuel, c'est la posture de l'option militaire. Et ça met un peu en difficulté jusque-là la manière de poursuivre cette question. Donc, s'il faut dire de manière claire, pour l'actuel gouvernement, l'option qui reste sur table, certes, il y a un regard sur l'option diplomatique avec l'accord de Luanda et de Nairobi, mais avec toutes les frustrations qu'il y a eu au niveau de la sous-région du Grand Lac avec l'EAC, où même le gouvernement s'était retiré formellement des engagements avec l'EAC sur les options militaires et s'est tourné vers la SADC. Donc, ces frustrations n'ont pas beaucoup facilité le mécanisme pacifique ou dialogique de pouvoir aborder la question. Donc, l'option qui reste visiblement adoptée par le gouvernement, c'est l'option militaire. Et là encore, il y a beaucoup de choses à redire au niveau de certaines réalités de terrain, à la fois à l'interne au sein de l'armée, des frustrations, l'utilisation de mercenaires, les coûts de la guerre et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, nous pouvons, après notre observation, considérer le fait que le gouvernement est en train d'aller aussi dans l'option diplomatique, mais très timidement, du fait de plusieurs foyers de frustration qui s'est développé. À la fois, vous savez qu'il y a le retrait de la MONUSCO, il y a eu aussi une sorte d'identification des responsabilités au niveau du Conseil de sécurité qui, pour les gouvernements, n'arrive toujours pas à condamner le Rwanda et l'Ouganda tels qu'ils le veulent, mais il y a aussi un regard des frustrations au niveau de l'AEAC. Donc, nous pouvons ici dire que l'ensemble de ces frustrations, que ce soit sur le plan sous-régional, sur le plan continental et universel avec les Nations Unies, ne facilite pas l'option diplomatique à avancer davantage. Donc, l'option militaire qui reste sur table aussi avance avec beaucoup d'hésitation. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de réalités à l'interne. Alors, pour la deuxième préoccupation, que fait l'Église en termes de plaidoyer? Pour l'Église, à proprement parler, nous restons sur deux options. La première option, nous disons, est celle de pouvoir avoir ou harmoniser la grille d'analyse des causes profondes. L'Église est en train d'estimer que la question sécuritaire aujourd'hui, même s'il y a aux prises avec le Rwanda, M23, mais la question est plus vaste, la question est plus complexe. Donc, il est quand même important de s'asseoir et d'analyser profondément les causes qui nous amènent à cette crise. Voilà pourquoi, par exemple, le président de l'Église de Christ au Congo a dit un mot en marge de la célébration du 30 juin, donc le jour de l'indépendance, qui en appelait finalement à une sorte de convergence des vues, si vous voulez bien, à une sorte de dialogue pour que le fils et les filles du pays s'asseyent et discutent profondément sur ces causes. La deuxième option, c'est celle de la justice transitionnelle, parce que l'Église continue à estimer qu'au regard de la complexité
du problème qui part de la géopolitique au niveau interne et de la géostratégie au niveau sous-régional et international, il n'y a pas de mécanisme interne du point de vue judiciaire qui pourrait être efficace pour rencontrer ces difficultés. Et lorsque nous regardons aussi au niveau du mécanisme international, nous sentons beaucoup d'hésitation. Il n'y a pas une convergence des vues. Déjà au niveau du Conseil de sécurité, plusieurs fois, nous avons mené des plaidoyers à New York au Conseil de sécurité jusqu'à d'autres instances. Mais le tableau que nous avons, je parle là de l'Église catholique et protestante parce que ce sont des plaidoyers qu'on a conjointement menés, il nous retourne toujours l'option où nous considérons une divergence des vues au niveau du Conseil de sécurité. Alors voilà pourquoi, pour l'Église, il est avantageux de privilégier un mécanisme de justice transitionnelle. Mais quel mécanisme? Et là encore, l'Église va plus loin pour dire il faut proposer un mécanisme qui s'adapte au contexte congolais. C'est-à-dire les contextes étant plus complexes, nous pensons qu'un processus de vérité et réconciliation véritablement mûri, qui pourra permettre une discussion à l'interne pour taire tout ce qui va avec les conflits identitaires, les tensions, conflits fonciers, ou même des questions géopolitiques doivent être vidées avec toutes ces frustrations qui accompagnent. Mais aussi, on ne peut pas réfléchir sur la paix en RDC sans tenir compte de la dimension sous-régionale. L'Église estime qu'il faut intégrer la dimension sous-régionale dans la mesure où nous pouvons ouvrir ces débats avec le pays voisin, mais aussi avec l'accompagnement de la communauté internationale pour enfin arriver à un processus d'une paix durable et qui pourrait nous amener à une réconciliation véritable ayant comme conséquence la stabilité de la sous-région du Grand Lac, mais aussi le développement et la stabilité de la RDC. Parce que vouloir résoudre le problème de manière conjoncturelle, que ce soit par des options militaires ou par des tensions directes sur le plan diplomatique, nous ne sommes en train que de résoudre des problèmes conjoncturels, de manière conjoncturelle. En fait, nous sommes en train de résoudre de manière conjoncturelle les problèmes qui sont purement endémiques. Donc, pour l'Église, il faut considérer la dimension holistique du problème de sécurité qui finalement, et j'ai fini par là, touche à la fois la question identitaire, à la question culturelle, à la question structurelle, à la question civilisationnelle, à la question géopolitique et à la question géostratégique. Voilà un peu notre ligne de plaidoyer pour le travail que nous faisons. Je l'ai dit ici comme Église de Christ au Congo, mais bien entendu, même l'Église catholique, je crois que les récents communiqués publiés avant-hier par mon collègue Monseigneur de l'Ancienne Cholet, au point 4, revenez substantiellement sur l'option d'inviter les uns les autres à regarder vers la dimension des dialogues, des discussions pour proposer une option un peu plus intelligible. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole par rapport à ce que nous faisons auprès de la jeunesse ou des personnes en difficulté sur le terrain, partant de notre travail. Et comme on le disait, on s'est fait attendre, on s'est fait attendre. Est-ce qu'on s'est fait attendre? Oui, nous entendons plusieurs voix en même temps, plusieurs micros Eff- doivent être allumés. Effectivement, peut-être quelqu'un aurait laissé les siens ouverts. Est-ce qu'il peut nous aider à fermer? Merci beaucoup. Par rapport à la situation qui s'entrevoit dans l'est du pays et qui fait que la situation est devenue dramatique sur le terrain au lieu de notre travail, nous connaissons bien avant que la République démocratique du Congo, dans la partie est, continue à subir une série de crises, de conflits armés et de violences intercommunautaires et également crise de conflit entre l'équipe, les rebelles, et ainsi de suite. Nous avons remarqué que cette crise est donc poussée par plusieurs groupes armés. Nous avons les groupes armés locaux et les groupes aussi armés étrangers dont nous connaissons la MV3. Nous avons la ADF, nous avons la LRA qui occupe la partie du Grand Nord dans le parc des Garamba. Nous avons aussi les ADF qui occupent, nous connaissons bien la partie des Nord Kivu et de l'Ituri. Et également, nous avons aussi les Mbororo qui occupent la partie du Grand Nord pour l'élevage, mais dans l'élevage, ils sont en train d'orchestrer aussi des atrocités à la population congolaise de la partie Est. Donc, tous ces groupes ont causé des situations qui ne permettent pas à la population de vivre dans la paix. Ainsi, délogés, réfugiés, déplacés de leur milieu d'origine. Est-ce que je me fais attendre? Merci beaucoup. La situation sécuritaire et humanitaire est vraisemblable à toute la partie de l'Est de la RDC, c'est-à-dire le mode d'opération et ses conséquences sont identiques. Donc là, on ne peut pas dire que la situation de l'Est du pays est différente parce que ce que les gens du Nord et du Centre et du Sud vivent, c'est toujours la même situation. Et ça, c'est dans la partie des généralités. Et ces situations ont créé des causes, on a essayé de créer les causes de ces situations, surtout dans la partie est du pays. On trouve que la mauvaise gouvernance est à la base de cette multiplicité des personnes armées dans l'est du pays. Il y a désœuvrement total de la jeunesse. Ils n'ont pas de travail et ils sont en train de s'engager dans les groupes qui sont en gestation partout dans l'Est. Nous avons aussi les conflits intercommunautaires. Là, plus particulièrement, c'est l'instrumentalisation de la jeunesse désœuvrée. Il y a la rivalité ethnique et nationale. La politique d'occupation aussi est aussi à la base de tous ces conflits ou des crises sécuritaires et humanitaires. La balkanisation du Congo par les puissances étrangères. Donc, le pays, tellement qui est grand, il faut le diviser. L'engrenage complète, mais là, la géopolitique, je pense que notre frère, le révérend pasteur,
en a parlé également. La prolifération et la superposition de groupes armés locaux étrangers. La manipulation policière qui s'installe aussi dans le pays. La RDC est dotée de ressources naturelles exceptionnelles qui est vraiment dans les pays et qui pousse les gens à orchestrer des situations, des atrocités pour vouloir donc voler ou déplacer tout ce qui est comme richesse. Mais en cela, nous trouvons aussi quelques défis de la crise à l'RDC, plus particulièrement à l'Est. Ces défis fragiles donc le pays du niveau politique ou dans les domaines politiques. Le défi majeur est l'absence d'une vision politique claire du développement du pays. Pensée unique, on n'a pas d'autre pensée, des violences politiques, des violations des droits et des libertés, des défaillances de pouvoir, faible participation citoyenne dans les pays. Il y a aussi un domaine économique. Les problèmes sont multiples à la de la capacité de l'État à collaborer, à collecter plutôt les recettes publiques, à assurer la distribution des richesses nationales, à garantir un environnement propre à la croissance et au développement économique. Nous avons aussi trouvé autres défis dans les domaines sécuritaires. La faible protection des biens et des personnes favorise des crimes, le viol, l'insécurité généralisée et l'inféodation des services d'ordre et de sécurité au service des dirigeants. Les plans sociaux, sur les plans sociaux, les services sociaux de base sont inexistants ou inopérationnels et les populations sont exposées à la vulnérabilité. Les effets néfastes aux États fragiles se récupèrent souvent dans le pays voisin, provoquant une régionalisation de conflits, de crises humaines, politiques, économiques, cas de la région du Grand Lac. Nous avons subi des conséquences, ou même les personnes en déplacement subissent des conséquences de cette crise sous les points suivants. Plusieurs attaques font des victimes parmi les civils et les militaires. Les maladies sont devenues très fréquentes, le perte à vie humaine, le blessure grave et mutilation des enfants comme des adultes, les incendies des maisons et des structures éducationnelles et sanitaires, les traumatismes, le phénomène des enfants vivant dans la rue, une bombe à retardement, la vie inimaginable dans le site et dans la forêt, la pauvreté et la misère, les déplacements massifs de ceux derniers. Donc, plusieurs attaques dans les sites de déplacement, nous avons constaté. Bien que les déplacés de guerre ont tout abandonné, ils ont abandonné leurs villages, leurs maisons, leurs champs et autres biens et se protégeant dans les sites spontanés ou organisés, il a été constaté avec amertume que ces derniers ont été massacrés en plusieurs reprises dans leurs camps de refuge. Site de Drodro, site de Boulé, Plaine Savo, site de Lala, site de Djaïba. Beaucoup parmi eux étaient des enfants, de vieux, de personnes de troisième âge, de personnes à maladie chronique ont été les victimes les plus relevées dans ces massacres dans le site des refuges. Il y a plusieurs tentatives de massacres dans le site le plus grand de l'Ituri, dont on appelle site rond, mais déjoué par le service de sécurité. À ces massacres, comme je disais, majoritairement, les enfants, les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap ont été les vraies victimes de ces différents massacres dans les sites de déplacement. On a essayé de retrouver quelques statistiques de déplacement ou de déplacés de guerre à juin 2024. Nous avons
Donc, dans les sites sous mécanisme de CCCM, des sites qui sont gérés par le gestionnaire, nous avons eu 277 229 personnes qui vivent dans ces sites sous mécanisme de CCCM. Et dans les sites non gérés par les mécanismes de CCCM, nous avons eu en juin 2024 63 361 personnes dans les 13 469 ménages. Il y a eu aussi des déplacés en famille d'accueil. Nous avons retrouvé 1 053 105 personnes vivant dans les familles d'accueil. Donc, le total en général de personnes en déplacement vivant dans les sites organisés, sites non organisés dans les familles d'accueil fait 1 391 695 personnes vivant en déplacement. Nous avons aussi découvert qu'il y a dans les territoires, les différents territoires, des statistiques de déplacés dans les sites. Nous voyons 277 229 en total de personnes vivant dans les sites en territoire. En cela, nous pouvons aussi relancer la rotation des groupes armés. Par la rotation, qu'est-ce que nous voulons dire? La multiplicité des groupes armés en RDC fait à ce que la crise ne se termine pas, bien que les multiples négociations d'une part et d'autre part, la crise rebondit. Donc, un cercle vicieux se joue autour de la crise, ça devient comme un jeu de football. Les mêmes miliciens circulent librement avec les armes à feu dans les zones bien équipées et en tenue confondue à celles de militaires loyalistes. Qui est loyaliste et qui ne l'est pas? Nous avons aussi observé quelques modes d'opération de ces miliciens sur le terrain. Les modes d'opération sont identiques dans toutes les zones où il y a des atrocités. La victime est égorgée, la victime est décapitée de ses membres, la victime est enterrée vivant, la victime est calcinée vivant, la victime est ligotée, torturée et fusillée, la victime est brûlée vivant dans la maison, la victime est violée et lui coupée la partie intime, la victime est éventrée. Où en est le respect de la vie? Donc, intervention, nous avons aussi observé qu'il y a eu intervention humanitaire sur invitation du gouvernement congolais, en collaboration avec les coordonnateurs humanitaires, plusieurs agences des Nations Unies, organisations internationales et nationales ont apporté des aides, des urgences dans plusieurs secteurs aux personnes vulnérables des crises de l'Est de la RDC. Mais malheureusement, la période des atrocités a duré depuis plus de 6 ans, de façon que les paquets des organisations sont épuisés pour la continuité des aides de ces vulnérables dans les cas d'urgence. D'où ceux derniers continuent à trimer car de leur site de refuge, ils ne peuvent pas faire plus de 5 km pour la recherche de survie, vu que la population déplacée majoritairement est celle qui vit de l'agriculture et l'élevage. Nous avons quelques images. Je pense que ce que j'ai donné comme la conclusion, c'est presque ce que j'ai parcouru partant de cette multiplicité de ces personnes milices qui occupaient l'Est de la RDC. Donc, nous pouvons voir quelques images. Nous avons les images illustratives. Voilà les sites dans lesquels vivent les déplacés. Dans quelles conditions? Wayoum nous a parlé tout de suite que ce sont les mamans qui souffrent à voir leurs personnes vivre dans des conditions pareilles. Une maison de 2 mètres carrés, 1 mètre sur 2 mètres, et maison construite à bâche. À la pluie, il fait froid. Au soleil, il fait chaud.
Et dans ces maisonnettes, il n'y a pas de matelas, il n'y a que des nattes. Les papas, maman vivent dans les mêmes maisons. Ce sont des situations qui nous mettent vraiment à regret et qui fait souffrir notre cœur. Nous pouvons passer les images. Donc, ensuite, nous avons des incendies des maisons, nous voyons là-bas. Je n'ai pas voulu balasser. Voilà la souffrance des gens, des enfants. Qu'est-ce que la maman fait? Qu'est-ce que l'enfant fait pour qu'elle puisse subir des conséquences pareilles? Elle n'a rien fait. Les maisons sont incendiées et les gens sont brûlés. Nous voyons même la Croix-Rouge qui est là à côté, qui sont là pour ramasser des cadavres calcinés dans les maisons. Je n'ai pas voulu partager certaines images parce que ça peut faire des souffrances à beaucoup de gens. J'ai voulu me réserver pour certaines images de ces personnes qui souffrent sur le terrain et qui sont en refuge jusqu'à aujourd'hui, dira si dans les maisons que vous avez vues. Et ces maisons-là ne sont pas partout, ce sont seulement dans des sites organisés. Il y a des sites non organisés où vous ne trouvez pas des maisonnettes que nous venons de voir. On peut aussi passer. La Caritas a essayé même de faire des tentes pour abriter le déplacé qui ont fui, qui ont abandonné leur maison. Et là, une présence de la sœur pour consoler ceux qui ont abandonné. Nous voyons même les maisons à distance à paille, le mur comme la toiture à paille. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vivre? Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé, des maisons, des champs, mais ils sont dans ces endroits-là. Quelque part aussi, je vous ai montré des images de massacres, des atterrements. Donc, vous pouvez voir. Voilà ce que l'Est du pays est en train de subir. Des gens qu'on a tués dans les sites. On a déchiré les bâches, on a taillé les enfants, les personnes de troisième âge, on a coupé les mamans. Donc, tous ces gens étaient morts. C'est dans les différents sites. Donc, vous voyez là, ces images devaient nous faire beaucoup de peine à voir. Et ceux qui vivent, qu'est-ce qu'il vaut avoir comme la vie, comme situation des atrocités? On a tué les miens, il faut que je fasse autant pour tuer aussi l'autre. Donc, les atrocités risquent de continuer si la sensibilisation, si la paix, si la consolidation ne continue pas. Voilà là, c'est une sensibilisation, c'est la cohabitation pacifique, c'est la paix, sur la vie, à respecter des gens, ne pas tuer les gens comme des animaux. Il y a les risques même sur cette sensibilisation-là. Il y a des risques même pour nous et même pour ceux qui accompagnent cette sensibilisation-là. Parce que vous venez prononcer des choses qui blessent même ceux pour qui on a tué leurs gens. C'est cette situation qui nous a mis. Maintenant, par rapport à la solution durable, je pense que nous sommes en train d'inviter notre gouvernement à prendre son travail à la main parce que la protection de la population revient au gouvernement. Le gouvernement doit tout faire pour organiser que la paix revienne dans notre pays, la RDC, pour que chaque... Merci beaucoup. Je voudrais juste dire le dernier mot. Tant que, tant que, tant que les armes sont encore entre les mains de la jeunesse, il est difficile de parler de la solution durable. Parce que la solution durable réclamera que les déplacés, la population déplacée, rentre chez soi et s'installe et continue sa vie. Voilà ce que je pouvais vous partager par rapport à la situation que nous vivons à l'est du pays et concrètement sur le terrain pendant que nous passons visiter ces personnes vulnérables. Je vous remercie.
Oui, enfin, disons que l'ami a raison lorsque nous insistons d'abord sur la première question. Nous insistons sur l'option diplomatique, comme je l'ai dit. Il y a certainement plusieurs dimensions qui interviennent dans la voie des solutions. Alors, que faire parce qu'il y a crise de confiance? Nous estimons de notre côté comme Église, et c'est le travail d'ailleurs que nous sommes en train de faire présentement, c'est de continuer à discuter avec les autorités ici sur place pour essayer de faire comprendre. C'est pas qu'ils ne comprennent pas ou qu'elles ne comprennent pas ces autorités, c'est vrai. Mais il y a eu un peu une sorte d'entremêlage dans les approches proposées et surtout dans les objectifs fixés. Vous savez, la crise est en train d'évoluer dans une dynamique qui finalement change les données initiales des choses. Donc, il y a beaucoup de questions lorsque nous discutons en aparté avec eux. Comme je l'ai dit déjà, le fait même de quitter l'EAC et se tourner vers la SADC, la sœur Angèle l'a dit, ça crée une forte militarisation. Et vous avez suivi les récents rapports des experts qui pointent également l'Ouganda. Mais lorsque vous suivez les discours du gouvernement congolais, il ne veut pas aller frontalement avec l'Ouganda comme c'est déjà fait avec le Rwanda. Est-ce stratégique? Est-ce pas stratégique? Donc, nous, de notre côté, la confiance ne peut être rétablie qu'à 3 niveaux. Au premier niveau, il faut d'abord la rétablir localement au niveau des acteurs locaux parce qu'il y a eu pas mal de frustrations, surtout que les motifs soulevés par rapport à la situation de crise dépassent les questions initiales. Aujourd'hui, on réintègre la question, par exemple, de légitimité, la question liée à l'issue des élections de 2023, la question liée aux différents détournements des deniers publics auxquels nous assistons. Donc, il y a beaucoup d'autres dimensions des choses qui affaiblissent l'engagement collectif autour de cette question qui, en principe, devrait être vue comme une cause nationale. Donc, le fait même que la guerre ou l'agression n'est plus vue comme une cause nationale et plusieurs foyers de revendications naissent, ça affaiblit justement la dimension de la dynamique nationale. Donc, notre démarche ici, c'est d'abord interpeller l'autorité, discuter avec elle et qu'on obtienne un cadre dialogique interne. C'est vrai que c'est trop subtil parce que le régime en place ne voudra pas qu'on rentre dans le débat autour des élections. Ça, c'est tout à fait normal, c'est le jeu politique. Mais nous, l'idée, ce n'est pas que nous rentrions encore dans les débats sur les élections parce que là, on va créer des problèmes dans d'autres problèmes. L'idée, c'est de limiter la grille de lecture des choses sur la question sécuritaire. Et c'est une démarche très difficile, mais nous pouvons y arriver. La deuxième dimension, à mon sens, c'est au niveau sous-régional. Les églises, nous continuons, catholiques et protestantes, à discuter avec nos confrères qui sont de l'autre côté. Il faut absolument qu'on trouve des canaux de discussion directs avec les acteurs de pays concernés. Ça, c'est la deuxième dimension. Et le troisième, c'est qu'on parvienne à avoir maintenant une orientation claire et un engagement précis au niveau du Conseil de sécurité ou des Nations Unies. Et c'est à ces 3 niveaux, nous estimons qu'on peut avoir une solution qui prendrait en compte toutes les dimensions concernés dans cette crise. Merci beaucoup. Je pense que la société civile, c'est la voix du peuple. Elle ne doit pas baisser les mains. Elle doit continuer, donc la société civile doit continuer à rencontrer le gouvernement local ou national sans avoir baissé les mains, parce que c'est à travers peut-être la société civile que la population est beaucoup écoutée. Donc, il n'y a pas à se décourager.
Elle doit prendre son courage pour une rencontre intime avec le gouvernement et poser, donner le voix de la population vers le plus haut. Je pense que c'est ce que je pouvais ajouter. Merci.
Je suis optimiste par rapport à cette assemblée, cette 49e assemblée de tous ces pays francophones. Eh bien, cette assemblée parlementaire au Canada, j'espère que son résultat conduira vers des résultats durables en République du Congo et au Rwanda. C'est la première fois que le Rwanda est accusé et que le Rwanda, le reconnaît par, la secrétaire générale de, la francophonie, et toutes ces recommandations doivent donc être appliquées pour que la paix devienne vraiment une réalité pour ces 2 voisins. Le peuple, congolais, de manière générale, nous sommes tous, en faveur de la paix et d'une paix durable. J'aimerais donc que ce webinaire adopte cette recommandation, à savoir la mise en place d'une commission chargée du suivi et du contrôle de l'application de cette recommandation, pour que nous puissions aider et renvoyer ces troupes et ces, groupes armés rwandais dans leur pays. Toutes ces armes doivent être renvoyées et le M23 sera alors considéré comme un groupe armé et sera traité conformément aux déclarations de Luanda et de Nairobi. Je pense que c'est ainsi que les choses doivent se faire. Merci. Merci pour la question posée. Donc, quelle est la vision peut-être de la communauté face à cette crise, à cette situation sur le terrain? Je pense d'abord, avant tout, et la population déplacée de la guerre et la population qui subit les conséquences aujourd'hui souhaiterait qu'elle rentre chez soi. Qu'elle rentre chez soi, dans son milieu d'origine, qu'elle rentre s'établir et faire ses histoires, sa vie comme au départ. Et pour ces retours, comme je le disais au départ, il recommande, ou elle recommande, les femmes recommandent que la sécurité revienne, que les armes soient récupérées entre les mains de miliciens, parce que les armes sont répandues dans tous les villages et qui continueraient à occasionner encore des atrocités, des violences dans les milliers. Et les femmes aussi sont prêtes aujourd'hui à être messagers de la paix, si ce n'est que si la situation des atrocités sera finie avec la sécurité qui sera réorganisée dans les pays ou dans les milliers. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question que vous venez de me poser. Merci.
Merci beaucoup, Mégane. Effectivement, j'aimerais profiter de la situation pour non seulement procéder à la clôture de ce webinaire, mais aussi vous rappeler que, avec EURAC, que nous avons mis en place ce webinaire parce que ensemble, nous continuons notre travail de plaidoyer et bien sûr, nous coopérons avec d'autres organisations aussi, bien sûr, au sein de l'Union européenne, mais en particulier dans la région. Alors, les prochaines étapes, eh bien, ce webinaire ne se limite pas à un simple échange de points de vue. Nous voulons des actions concrètes. Nous allons mettre en place une action de plaidoyer ensemble et nous allons, bien sûr, ensemble réfléchir. Nous allons rassembler toutes vos questions et apporter des réponses. Ces réponses, nous les inclurons également dans ce travail, de réflexion, commun. Donc je, vous demanderai de rester à l'écoute, de continuer à nous suivre parce que nous voulons vraiment vous impliquer dans tout ce travail et dans la diffusion des résultats pour que, notre voix soit plus forte. J'en arrive maintenant aux conclusions. Je voudrais vous remercier tous et toutes les intervenants, tous ceux qui ont partagé leur point de vue. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Il est très important de faire entendre votre voix et de souligner, de bien identifier la situation en RDC. Les, euh, Tout évolue très rapidement, bien sûr, et il y a beaucoup d'événements importants qui se déroulent, on ne tient pas suffisamment compte de la voix de ceux qui souffrent, de ceux qui sont à l'origine d'initiatives positives. Avec, ce webinaire, nous avons vraiment voulu jeter, l'éclairage sur la situation, mais, souligner aussi tous les efforts positifs, de toutes ces initiatives représentées par les intervenants d'aujourd'hui, par tous ceux encore en RDC qui sont, actifs en faveur, d'une paix, une paix, non violente. Voilà, c'est une des nombreuses, choses que nous allons faire ensemble. Ce webinaire faisait partie de toutes ces actions. Alors, Martha Inès nous fait toujours part de ses réflexions et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Merci à elle, merci à tous ceux qui étaient présents, qui ont pris la parole, qui ont partagé leurs, questions et nous continuerons bien sûr à collaborer à l'avenir. Merci encore, à vous tous et nous restons bien sûr en contact pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde aussi. Merci beaucoup. Merci.